Vous êtes avec nous, donc Khan, je rappelle que vous êtes combattant volontaire français. Je rappelle toujours ça parce que la propagande russe essaie d'accréditer l'idée qu'il y a des soldats envoyés par la France. Ça peut être le cas. On va entendre Bernard Kouchner qui, lui, plaide pour ça dans quelques instants. Mais en l'occurrence, vous êtes des combattants volontaires français. Vous êtes attachés à l'unité de reconnaissance du renseignement militaire. La séquence qu'on va voir, confirmez-nous bien, n'est-ce pas, que vous l'avez tournée vous-même, c'est celle du combat d'abord dans la forêt où la caméra est sur votre casque, c'est ça ? Effectivement. Alors regardons la séquence et on la commentera ensuite et on verra en quoi effectivement les soldats nord-coréens pourront ou non changer la donne. Yeah. Just cover me. And move. Voilà, merci Khan. Un mot d'explication, vous connaissez, n'est-ce pas, Khan et Titelman, il y a des choses qu'on ne peut pas dire parce que vous êtes couverts évidemment par le secret, d'autres qu'on peut dire. Là, c'est assez exceptionnel, on va avoir beaucoup d'autres images exceptionnelles parce qu'on est vraiment au cœur du combat en ayant la source. Souvent, on a des images qui circulent sans savoir d'où vient la source. Là, on a la séquence complète. L'intérêt, évidemment, alors il y a des parties de la vidéo qu'il ne peut pas montrer, mais il y a des échanges de tirs qui sont assez fournis. Il y a des morts russes, évidemment, qu'on ne peut pas montrer ici. Ils récupèrent des patchs, ils récupèrent du matériel. Comme c'est un service de renseignement, le but, c'est de récupérer des talkie-walkie, des téléphones et le matériel qu'ils ont sur eux. Khan, expliquez exactement ce qu'on voit sur la photo. Cette image, l'impression qu'on a que vous avancez vraiment presque arbre par arbre. Alors oui, effectivement. Ce sont des terrains qui sont très difficiles. On appelle ça des pasatka, donc c'est des lignes d'arbres où on se sert en fait de ces lignes d'arbres pour créer des positions, être à couvert des drones, parce que les drones maintenant détectent immédiatement en quelques secondes les positions ou les présences ennemies, que ce soit de notre côté ou de l'autre côté. Donc c'est un travail d'endurance qui est très long, qui nous demande beaucoup de munitions, qui nous épuise, où on va avancer vraiment mètre par mètre, depuis la dernière position ukrainienne jusqu'à la première position russe. On va devoir tout simplement scanner, c'est à ce moment-là que le travail d'infanterie est très important, et c'est aussi un travail qui est forcément très risqué, mais quand on va être une unité d'assaut, voilà, on avance mètre par mètre, vraiment, pour 500 mètres, on peut mettre pratiquement 1 à 2 heures d'avancer très doucement, d'écouter, essayer de ne pas se faire détecter par les Russes qui sont à la position défensive, et donc ensuite de pouvoir continuer ce travail petit à petit avec des combats qui sont forcément très intenses. Et comme Madame a dit précédemment, les Russes ne comprennent que la violence, que vraiment la violence. Donc on est obligé d'éterniser les combats avec eux, de montrer qu'on a plus de puissance de feu et de leur montrer qu'on ne se retirera pas. Donc certains assauts, on est obligé de se prendre à 2 fois, 3 reprises parfois pour vraiment les pousser et les forcer à quitter leur position. Et c'est très très difficile, surtout quand on se retrouve face à des soldats très entraînés et professionnels. Khan, les commentaires sur ce plateau, bien sûr, dans un instant, mais j'aimerais qu'on voit une autre séquence. Elle est très intéressante parce que c'est ce qu'on appelle des zones grises, donc là où il n'y a pas de position assurée, ni russe, ni ukrainienne, et vous allez servir d'appât, c'est-à-dire vous allez débusquer les ennemis, vos adversaires russes, au risque de votre propre vie, puisque vous attirez en quelque sorte le feu, et en l'occurrence, c'est vous qui êtes cette fois filmé par votre camarade. Tranché après. Voilà, donc ça, qu'on comprenne bien, ce sont des missions où vous attirez le feu, où vous allez débusquer vos adversaires. Alors, c'est pas des missions conventionnelles, c'est des missions assez particulières qu'on prépare. Quand on va opérer sur des zones grises, comme vous l'avez dit, on ne sait pas si ces zones sont peuplées d'ennemis, ou si on va avoir, nous, d'autres positions, des alliés à l'intérieur. Donc, nous, le but, c'est vraiment de nettoyer ces positions. Mais nettoyer ces positions, c'est un risque énorme. Donc en fait, on va faire le jeu en quelque sorte du chat et de la souris, montrer aux drones russes, aux drones ennemis que nous sommes présents, et ensuite attirer vraiment, essayer d'amasser un nombre de troupes ennemies qui vont se diriger sur notre direction, et ensuite se retirer tranquillement pour laisser les opérateurs
drones ukrainiens qui ont un savoir-faire énorme et qui ensuite éliminent ces troupes une par une. Et c'est là où, sur cette mission, je peux témoigner, c'était impressionnant quand j'ai eu les retours, le rapport quand on est revenu de la ligne de front, où en à peu près, même pas une après-midi, on peut compter à peu près une trentaine de morts de soldats russes de la part de nos opérateurs drones ukrainiens. Donc en fait, ils envoient vraiment, c'était des mid-wave, 3x3, 4x4, des groupes de 10. Donc ils consomment un nombre d'hommes impressionnant, les Russes, mais ce sont des stratégies qui fonctionnent face à un ennemi qui est déterminé comme la Russie. Je vais juste ajouter une petite chose, un petit détail qui, moi, je ne vais pas dire que c'est rigolo, mais ils parlent exprès en anglais à la radio pour que les Russes se disent « Hey, c'est l'OTAN, il faut qu'on les tue absolument ». Et ils servent d'appât quand ils parlent anglais. Et pour finir, une fois que là, les Russes étaient en train de préparer vraiment une offensive avec des hommes, au début, ils envoyaient des hommes qui n'étaient pas formés, et ils ont fini par mettre des équipes de plus haute valeur, et eux, ils les voient avec les jumelles infrarouges, ils voient que c'est des gens qui sont bien équipés. Et là, ils ont envoyé, vous vous souvenez, il y a quelques mois, on voyait ces drones qui balançaient de la thermite, c'était le drone Dragon. Et ben en fait, ils ont été cramés, toute la rangée avec tous les Russes qui étaient prêts à partir à l'assaut. Ils ont tous brûlé de cette manière-là sur l'assaut final. Colonel, vous qui avez mené pas mal de ces combats, notamment en Yougoslavie. Écoutez, là, on est sur un combat typique d'infanterie, mais moi, je dirais un peu d'infanterie moderne. D'infanterie à pied, on a un terrain difficile, il n'y a pas de véhicule, donc on y va à pied. Et toute la difficulté, en réalité, c'est de savoir, c'est pas tellement de conquérir les positions, c'est de savoir, l'objectif, c'est de savoir où est l'ennemi. On ne les voit pas, c'est très dur. Donc on sert vraiment d'appât. Au sens strict. On les cherche, on fait de la reconnaissance, on l'appelle. C'est compliqué, il faut avancer, on avance par le feu. Donc là, on tire, on voit pas, on tire sur des zones pratiquement. Il faut avancer par appui mutuel, les uns avancent, les autres appuient. Et ce qui est vraiment nouveau, ce qui est très intéressant, c'est que ça se fait en coordination avec les drones. Le but, c'est de trouver des cibles pour les drones, en réalité. C'est pas d'aller forcément les tuer soi-même, parce que c'est très difficile de s'approcher suffisamment pour être sûr de les éliminer. Mais c'est au moins de les cerner, de les bloquer, de savoir où ils sont et de les donner soit à l'artillerie éventuellement, soit à des mortiers, soit maintenant à des drones. Donc c'est un combat d'infanterie à la fois très classique et nouveau aussi par certains aspects. Est-ce qu'ici la masse, et je rappelle que c'est la nouvelle en cours, il y a beaucoup de sources, notamment américaines, ukrainiennes, qui disent qu'en ce moment des Nord-Coréens passent la frontière, une partie d'entre eux, c'est peut-être des reconnaissances, mais s'il y a effectivement 100 000 au total Nord-Coréens en plus qui servent de chair à canon là. Ils en ont besoin, on en parle beaucoup ici, on en a parlé par exemple de les incitations financières, mais ce que moi je trouve qu'il faut souligner, c'est que si la Russie, qui a quand même une population importante, qui a besoin de chars à canon très clairement face à ces combats, doit chercher à l'étranger, pour moi c'est un signe très clairement qu'ils ont du mal en interne à souvenir à leurs besoins face à une guerre qui va très certainement durer. La proximité de l'adversaire, vous me disiez, Khan, que parfois, c'est affreux à dire, mais enfin, c'est la guerre de part et d'autre. Vous entendez agoniser les soldats russes parce qu'ils sont à quelques dizaines de mètres, c'est bien ça ? Oui, effectivement, notamment les opérateurs drones ukrainiens les bombardent en même temps en coordination avec notre groupe qui est en train d'avancer sur certains assauts. Et on va s'amuser à avancer, pousser, reculer, créer des zones de bloc où on va bloquer ces midwaves. Et derrière, oui, il y a eu l'utilisation récente d'un fameux drone Baba Yaga qui aura largué quelques bombes. Et donc on les entend agoniser. Et ensuite, on entend les autres troupes russes avancer, leurs compagnons, qui n'en ont rien à foutre. Mais ils continuent d'avancer, on les voit sur les drones piller leurs propres amis, et continuent d'avancer. Donc on entend leur voix beaucoup plus motivée, on sait que ceux-là viennent d'arriver et sont en vie. Et donc ensuite, les opérateurs drones ukrainiens continuent. Et puis c'est la même musique en quelque sorte pendant plusieurs heures. On entend ces soldats russes à 800 mètres en train d'agoniser, mais malgré ça, ils continuent. Et c'est vrai que c'est très, très compliqué, très épuisant. Regardez cette séquence où on entend les échanges que vous avez avec votre hiérarchie en progressant donc dans la tranchée par tranchée. Is it a friendly drone who turn around above our head? Yes, it's friendly drone. Just stay where you are. They're working on Russians. Right now they retreat, you know. But 50% of them are dead or heavily wounded. Just stay where you are, save the battery for the radio. Plus. Colonel Goya, sur ces opérations ?
Oui, mais en fait, c'est bien ça. C'est du combat d'infanterie moderne, où on voit les images voilà, les fantassins ukrainiens sont bons, sont très bons, très clairement. Où il s'agit de se coordonner avec d'autres moyens. Vous savez, les 2 tiers des fantassins sont tués ou blessés sans voir d'ennemis, en réalité. Donc, on se cherche, et c'est en allant chercher que parfois on tombe sur un ennemi qui tire dessus, et de plus en plus maintenant, on se fait tirer par des drones qu'on n'a pas forcément vu venir non plus. Et donc, c'est vraiment un combat de fantômes, même si on est très près. Mais comme tout le monde se planque, voilà, et que tout le monde bouge, que ça tire de tous les côtés, ça tire beaucoup. Vous voyez, munitions, il faut là dans cet échange, vous aurez des centaines de cartouches qui seront tirées, voire peut-être des milliers parfois, pour un combattant touché au bout du compte. Si on est du point de vue de Sirius, sans parti pris pro-ukrainien, pro-russe, est-ce que des combattants français, on va entendre dans quelques instants Bernard Kouchner qui a plaidé pour ça, est-ce que des combattants français ou autres serviraient ? Alors ça, c'est une autre question. Ils peuvent, bien sûr, des soldats français peuvent servir à plein de choses, mais tout en restant sous le seuil de la guerre contre la Russie. C'est bien ça le. Non, mais là, s'ils allaient sur le terrain. S'ils allaient sur le terrain, au combat, oui, bien sûr, oui. Ils savent pas faire ça. Ils savent pas, on ne sait pas. Il faut très clairement se coordonner avec des drones, par exemple. Mais après, pour le reste, oui, on pourrait. Il n'y a pas de problème. Les Français qui arrivent sur place, même des gens très expérimentés. Le deuxième, le binôme de Cannes, il s'appelle Alex, c'est un ancien membre de la Légion étrangère, un Brésilien qui a fait 10 ans dans la Légion. Il va sur place, il ne sait pas se coordonner avec des drones, il ne sait pas comment est-ce qu'on évite les munitions incendiaires. Donc il y a des choses qu'ils doivent réapprendre en allant sur place. Donc après une formation, après une montée en compétences, évidemment le soldat français c'est un des meilleurs du monde, mais je pense que personne sur ce plateau ne voudrait avoir de Français dans cette zone. Quand on parle d'avoir des Français sur place, c'est des instructeurs ou des gens qui tiendraient les frontières ou qui assuraient par exemple une défense aérienne pour des villes comme Odessa. Mais c'est pas le boulot des Français d'aller tuer des Russes en première ligne, ça c'est clair. Je pense que l'envoi, je rejoins ce que disait Xavier, l'objectif d'envoyer des troupes pour faire ça, c'est pas pour demain, et je pense que c'est même pas souhaitable, ni pour les Français, ni pour les Américains ou d'autres, mais des instructeurs, c'est très important, et le matériel, bien sûr, qui va avec, mais des instructeurs sur place, au lieu d'être, par exemple, en France, et de perdre du temps et de l'argent, moi je rejoins Xavier, je pense que c'est le plus important. On peut instruire, on peut envoyer des gens du service de santé, on peut envoyer des gens de la logistique, on peut envoyer des mineurs, plein de trucs, des sapeurs, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire pour les aider sans combattre directement les Russes. Parce que là, combattre directement, c'est comme les Nord-Coréens, c'est entrer en guerre. C'est ça. Et ça, personne ne le veut. On voit d'autres images pendant que vous êtes toujours avec nous, Cannes, vous le combattant français volontaire en Ukraine. On va parler dans quelques instants de la menace russe en matière nucléaire. Est-ce que c'est quelque chose que vous entendez sur le terrain ? Est-ce que pour vous la donne a changé ou au fond les Russes, selon vous, bluffent ? On l'entend par les réseaux Telegram. Après, la menace nucléaire, il faut toujours prendre une situation de manière impartiale. Pour nous, on sait très bien qu'elle ne sera pas utilisée par la Russie. C'est vraiment plus de l'escalade. Montrer, voilà, on est fort, on a tel missile, donc, notamment de la part des Russes. Mais on sait très bien que ce conflit ne se terminera pas de cette manière. C'est vraiment parce que, je pense, de mon point de vue, si Vladimir Poutine fait appel aux soldats nord-coréens pour renflouer ses troupes, on s'approche petit à petit, lentement mais sûrement, sur un point de bascule où il y a une consommation telle de troupes russes, d'infanterie, de forces terrestres sur le terrain, des pertes énormes, qu'il est obligé de renflouer ses effectifs avec ses alliés. Et donc, on arrive sur un point où, d'un autre côté, il envoie une réponse forte et claire avec ces fameux missiles qu'il a tirés sur Dnipro et Kiev. Mais c'est vraiment plus du bluff sans importance, en quelque sorte, pour l'intégrité du front en tout cas. Regardez, expliquez-nous bien les images qu'on voit pendant que vous parlez, où vraiment là vous faites du nettoyage de tranchées. C'est vraiment tranchée par tranchée, comme en 14-18 que ce qui est mené. Oui, effectivement. Alors, le plus dur, c'est que Colonel Goya a parlé du travail d'infanterie qui a été inventé, innové, coordonné avec les drones. Le travail maintenant d'un soldat d'infanterie,
sur le terrain est totalement nouveau, a totalement été réinventé avec la guerre en Ukraine. Il y a une coordination pour pouvoir rester en vie, pour pouvoir survivre à cette guerre. Quand on fait, par exemple, ce type de nettoyage, il faut une coordination énorme au niveau des drones, au niveau des soldats au sol, mais aussi au niveau des équipements qui vont brouiller les drones kamikazes ennemis et aussi les drones type Mavic qui nous larguent, par exemple, des bombes thermobariques ou des bombes classiques faites maison. Donc c'est tout un ensemble qui nous permet de continuer de progresser, puisqu'en réalité, du travail d'infanterie, il y en a, plus à la défensive, mais des assauts se font plus rares, sauf quand vraiment on va avoir un point exact, précis, on va pouvoir réellement opérer avec toutes les conditions réunies. Khan, merci infiniment de ce témoignage.